Premièrement, il y a eu le projet de construction d'un EHPAD. On a fait le choix de ne pas restructurer, restaurer un EHPAD ancien et de construire un EHPAD. Connaissant la consommation énergétique de l'ancien EHPAD, on s'est dit pourquoi pas réfléchir à la valorisation des déchets d'une entreprise locale. Donc ici, on a l'entreprise Richard qui fabrique du bordeaux de châtaignier, mais pas que, et travailler avec le bois qui est quand même une ressource de la Creuse de toute évidence. En gros, aujourd'hui, on consomme 1400 mètres cubes à peu près. C'est à peu près la totalité des déchets de l'entreprise. Il nous restait donc un problème assez difficile à traiter, c'était les deux ailes de l'abbaye, dont une est utilisée par les écoles primaires, l'autre par la Maison des Patrimoines, donc un espace culturel et artistique. Et on est sur le site classé de la collégiale, donc on avait des contraintes où on ne pouvait pas rajouter un bâtiment, construire une chaufferie, donc on a fait le choix de la géothermie. On a fait réaliser 8 forages de 200 mètres de profondeur, donc aujourd'hui on n'a plus que sur la commune, il ne nous reste plus que les vestiaires du stade qui sont chauffés au fioul, c'est-à-dire qu'on est passé de 180 000 litres à 1500-2000 litres maximum. Alors ici, nous sommes dans un contexte forestier particulier, dans la mesure où dans ce territoire autour d'Herville-Châtel, il y a 30% du massif forestier du département. Donc une logique à ce que cette énergie issue de l'exploitation forestière puisse trouver une valorisation, notamment grâce à cette centrale. Ces produits sont issus d'une exploitation sur la commune, donc nous sommes dans un trajet entre production du copeau de bois et utilisation extrêmement court. Sur l'aspect économique, nous n'avons pas suffisamment de recul pour pouvoir juger sur la durée. On a une variation des prix qui nous permet difficilement de faire des comparaisons fiables. Ce que l'on peut constater tout simplement aujourd'hui, c'est qu'on arrive à un coût sensiblement équivalent à l'énergie fossile que nous utilisions précédemment. En revanche, ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que nous nous sommes positionnés pour être dans une énergie qui est une énergie décarbonée. Et puis, il y a aussi ce phénomène de mutualisation entre plusieurs collectivités, puisque à la fois le département, la communauté de communes et la commune ont ensemble porté un projet qui va dans ce sens vertueux du développement durable. Donc je crois que ça aussi, c'est un élément positif. L'idée, c'était d'utiliser les ressources forestières qui n'étaient pas utilisées, les résidus d'exploitation forestière, les tailles de haies, pour en faire un combustible qui permettrait de chauffer les bâtiments communaux. L'idée, c'est bien sûr d'avoir des circuits courts, puisque cette plaquette forestière est produite sur la commune ou vraiment dans une périphérie tout à fait proche. Le troisième élément, c'est aussi celui de l'économie financière qu'on a envisagé et qu'on a effectivement réalisé depuis. Nous, on avait fait un calcul à l'époque sur notre réseau de chaleur disant que le point d'équilibre, si vous voulez, était atteint avec un fioul à 63 centimes d'euros le litre. La dernière approvisionnement qu'on a réalisé, on a payé 1,20 €. Depuis 2 ans, on a conduit un programme que j'appelle de maintenance préventive sur nos équipements. On a fait un certain nombre de réparations anticipées, en quelque sorte, sur les pièces d'usure pour éviter d'avoir des pannes, et des pannes parfois qui peuvent être de longue durée. Et effectivement, cet hiver, on a un fonctionnement qui est tout à fait satisfaisant avec quasiment pas de panne et l'utilisation quasi exclusive de la plaquette forestière.
Nous, on est bénéficiaires dans cette affaire d'une fiscalité intéressante pour la commune. Aujourd'hui, ça nous rapporte à peu près 40 000 € par an entre la fiscalité, les IFER essentiellement, et les autorisations d'utilisation du domaine public. On a investi à peu près à l'époque 600 000 € pour la réalisation d'un réseau avec la chaufferie, d'un réseau qui fait 450 mètres de long. Comme on était dans les premiers, on a eu près de 75% d'aide, à la fois de l'État directement, avec les subventions de l'État classiques, de l'ADEME qui nous a beaucoup aidés, et de la région qui nous avait accompagnés aussi sur ce projet. La construction d'un réseau de chaleur, Bois Énergie, c'est quelque chose qui est bien connu au niveau technique. On a aussi beaucoup de bureaux d'études qui se sont spécialisés dans ces démarches et dans ces montages financiers. Chaufferie Bois, elle remonte à 2013, donc à ce moment-là, effectivement, on a eu très peu d'aide, on n'a pas été suivi par l'ADEME, donc on a eu l'aide très importante du SDEC, du syndicat départemental des énergies, parce que il apporte le soutien administratif, le soutien technique, et il subventionne aussi, il préfinance les subventions qui tardent à venir, ça peut être important dans certains cas, et qui accompagne effectivement, qui réalise les appels d'offres, ça c'est très important. Parce qu'on n'a pas forcément les moyens administratifs et techniques en mairie, hein, c'est clair. Dans une commune de 800 habitants, on n'a pas ces compétences-là. On a eu des aides de l'État, mais on n'a pas eu à ce moment-là les aides du Fonds Chaleur. Donc depuis, les choses ont beaucoup évolué, hein, c'est clair. Pour le projet de géothermie, on a beaucoup plus été aidé parce que là, donc, on a approché les 80%, et notamment, donc là, on a été suivi par l'ADEME, par l'État encore, par le SDEC toujours, voilà. Le département de l'Aube a été à l'origine de la proposition. Et le département de l'Aube a proposé de porter l'opération et les autres collectivités associées, donc communautés de communes et communes, nous avons une quote-part d'investissement qui est lissée sur 16 années. Chaque année, nous avons une quote-part qui est la quote-part à la fois notre participation à l'investissement initial, plus une partie qui est prévue pour l'investissement à venir sur du remplacement de matériel qui inévitablement aura lieu au bout d'un certain temps. Donc pour la gestion de nos budgets communaux, pouvoir lisser sur 16 années, d'abord on sait quel est le montant de notre investissement annuel, et par ailleurs c'est aussi une facilitation pour la gestion de nos investissements. Là, il s'agit de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables. J'en étais rapporteur, j'ai souhaité dès le départ qu'on parle d'énergie renouvelable au pluriel. C'était une loi qui arrivait dans un contexte où il y avait une crainte de manquer d'énergie. Le gouvernement souhaitait aller très vite et imposer au territoire l'implantation des structures de production d'énergie renouvelable. Pour nous, c'était essentiel de remettre les élus et les territoires au centre du dispositif et qu'ils puissent s'emparer du sujet. Mais évidemment que le territoire qui va accepter ou pas telle ou telle forme de production d'énergie renouvelable doit être partie prenante, doit l'avoir choisi, ne doit pas le subir. C'était un des vrais enjeux que nous avions ici au Sénat. Nous avons vocation à accueillir des énergies renouvelables dans nos villes, dans nos villages, dans nos paysages, mais nous avons aussi, je pense, et c'est très fort pour nous toutes et tous, l'envie de conserver un environnement historique, paysager, qui ressemble à ce que nous aimons de notre pays. Donc c'est vraiment cette double conciliation.
depuis longtemps, il y a le souci de cette conciliation et cela a commencé par l'éolien qui est effectivement un outil un petit peu complexe à manier puisqu'il est difficilement invisible dans les paysages. Un exemple que l'abbaye de Fontevraud a par exemple très bien réussi, c'est d'intégrer du photovoltaïque en bas de fossé et d'une façon complètement invisible, alors même que nous sommes dans un environnement particulièrement protégé, dans un monument historique remarquable. Donc, partout, y compris dans des environnements très patrimoniaux, on peut avoir des intégrations réussies, en étant plutôt sur les bas de toiture, en travaillant au sol, mais aussi dans toutes les communes, ne jamais oublier tous les espaces périphériques. À côté de l'urbain remarquable, on aura un parking, on peut avoir des ombrières qui permettent d'avoir du photovoltaïque et de la végétalisation, on peut utiliser des toitures de bâtiments moins remarquables, des entrepôts, donc il y a énormément d'imagination et de choses à faire pour intégrer le photovoltaïque de façon harmonieuse et efficace. Le monde de l'énergie, mais comme beaucoup de sujets, est en développement avec des nouvelles technologies qui vont nous surprendre dans les années à venir. Je pense qu'il faut qu'on soit en mode d'adaptation permanente. L'éolien dont on a beaucoup parlé, on voit aujourd'hui davantage d'essais d'éolien maritime. Aujourd'hui, l'éolien flottant est en train de pouvoir être en développement. Il permet de s'éloigner des côtes un peu plus et il permet de s'implanter en Méditerranée. Je rappelle aussi que c'est une façon de répartir l'effort de production sur l'ensemble du territoire. C'est une évolution technologique qui est arrivée entre le moment de la loi et au moment où on se parle. Dans le champ du photovoltaïque, il y a du travail et des expérimentations sur des tuiles photovoltaïques. On a aussi, nous, des perspectives de réflexion autour des possibilités offertes par l'agrivoltaïsme. Aujourd'hui, les dernières techniques de photovoltaïque permettent de conjuguer à la fois la production d'énergie et l'élevage. Il y a des endroits où ça pose problème, des endroits où c'est bénéfique. Je prends en arboriculture, où c'est gagnant-gagnant. Nous sommes déficitaires en production de fruits et légumes en France. Les ombrières permettent de produire mieux et du coup ça aide à la production et ça produit de l'énergie en même temps. Notre objectif zéro énergie fossile, on l'approche effectivement, mais si on diminue les consommations, on ne diminue pas la facture. La géothermie remplace le fioul, mais les pompes à chaleur consomment de l'électricité. Donc il faut acheter local. Donc c'est notre ambition, puisqu'on a un producteur local qui va avoir une production importante, 450 mètres carrés de toiture, donc qui nous propose de nous vendre une partie de l'énergie qu'il produit. Et pour autant, il faut essayer de limiter la consommation. Alors comment limiter la consommation ? Il faut avoir des bâtiments qui aient le plus d'inertie thermique possible. Isoler par l'extérieur une bâtisse en pierre locale avec tout le caractère de notre bâti, ça n'a pas beaucoup de sens quand même. Ce que nous étudions sur les bâtiments que nous allons rénover, qui sont des bâtiments en pan de bois, c'est l'utilisation du chanvre, qui est un matériau naturel, produit notamment dans ce département, qui est tout à fait compatible avec les bâtiments en pan de bois, qui permet de respirer, qui te donne un aspect architectural aussi de qualité. Donc on doit s'attacher quasiment au cas par cas, en fonction de la typologie des bâtiments, à travailler sur l'isolation thermique adaptée et durable. Nous, par exemple, sur un ensemble immobilier qu'on a acquis là, sur les remparts à côté du Port-Chebat, on a fait le choix, sur une partie de ce bâtiment, de ne pas faire d'isolation, de garder ces salles dans leur jus actuel pour justement respecter leur caractère. Et du coup, on va en faire des locaux qui seront réservés juste simplement pour le tourisme estival, location de gîtes d'été, quoi. Il y a des guides régionaux qui existent, qui donnent des pistes et des solutions pour pouvoir travailler sur de l'isolation sous toiture, sur quel type de matériaux utiliser pour être respectueux d'un bâti ancien par exemple. Mais c'est un chantier vraiment au long cours, c'est un point important.